Yo guys! Je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler de mes deux dernières lectures en VO, mais pas de problème, ces deux lectures-là ont été traduites en français, donc no worries, vous pouvez les retrouver sans aucun souci en français. Et je commence avec le premier qui est Crown of Midnight de Sarah J. Maas, qui est le deuxième tome de Throne of Glass, donc traduit en français par Keleana, donc Keleana tome 2. Easy peasy lemon squeezy, et qui fut vraiment un super tome, bien meilleur que ne fut le premier. En effet, je vous avais raconté que le premier était un peu plus un roman pour les adolescentes, où on tombait plus ou moins dans la mièvrerie, que voilà, c'était un peu... un peu léger, que ça ne pourrait ne pas plaire à tout le monde. Celui-ci n'a absolument rien à voir. Il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus profond, beaucoup plus sanglant. Il y a beaucoup plus de rebondissements, d'agressivité, d'action. Vraiment, il est extra. Et je vous le conseille. Si vous avez aimé Keleana tome 1, je vous conseille vraiment celui-ci, car on m'avait dit qu'il était bien mieux que le premier, mais je le confirme, il était vraiment extra. De part déjà, dans la psychologie des personnages, on en découvre beaucoup plus sur chacun. On sort de ce triangle amoureux qui était un petit peu grotesque, je dirais, un petit peu childish, un petit peu enfantin. Dans le premier, on sort de là, on creuse beaucoup plus. On a ce qu'on désire, mais finalement, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Et on trouve enfin la Celaena qu'on nous avait vendue dans le premier. Donc, dans le premier tome, on nous avait vendu l'assassin d'Adarlan, la terrible, enfin, tout le monde la craint, tout le monde la fuit. C'est vraiment le fléau, la personne que l'on redoute le plus de croiser sur son chemin. Et dans le premier tome, on nous la vend comme ça, et en fait, on trouve une petite adolescente toute mignonne, toute douce, qui est extrêmement talentueuse, mais voilà. Et j'étais un peu restée sur ma faim par rapport à ça. Ici, on découvre une Celaena qui est badass, impitoyable, extraordinaire, brillante. C'est vraiment, on trouve vraiment le personnage qu'on nous avait vendu comme l'assassin d'Adarlan. Et c'est vraiment extra. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Les épreuves se succèdent dans ce tome-là. On ne sait pas où est-ce qu'on va, contrairement au premier où on sait que c'est une compétition, qu'elle est en compétition avec d'autres assassins, d'autres brigands, d'autres malfaiteurs, et on sait que évidemment elle va arriver à ses fins, que c'est elle qui va gagner le contest. Évidemment, on sait comment ça se finit, c'est cousu de fil blanc. Mais dans celui-ci, on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est plein de rebondissements. Est-ce qu'elle va réussir à faire et à réussir? C'est pas si certain que ça. Et la fin est vraiment nous ouvre vraiment sur le troisième tome qui s'appelle, alors en anglais ce sera Heir of Fire, l'héritière du feu, donc je sais pas quel est Anna tome 3, très certainement en français. Et on découvre dans celui-ci un aperçu de la trame, de l'univers dans lequel Sarah J. Maas va nous plonger petit à petit au fur et à mesure de ce qui nous attend dans les prochains épisodes, et il me tarde vraiment de découvrir la suite. Donc, stay tuned. Alors, je vais vous raconter le début de cette histoire, le plot. Si vous n'avez pas lu Keleana tome 1, je vous conseille de passer cette séquence et de se retrouver après pour le second livre. Et si vous n'avez pas, et si vous avez lu Keleana, restez with me. Donc, on se retrouve 2 mois après la fin du championnat, et le fait qu'elle ait gagné ce championnat, et qu'elle devient l'assassin privé du roi. Et celui-ci lui demande régulièrement d'éliminer ses ennemis potentiels aux 4 coins du royaume, et elle décide de désobéir complètement et de mettre en scène la mort de ses ennemis du roi, pour faire croire donc à leur mort et désobéir sciemment au roi sans que celui le sache. Parce que si jamais il découvre qu'elle lui désobéit, c'est la mort assurée. Et donc, ça c'est une toute petite partie du danger que court le royaume d'Erylia. Et tout se complique le jour où le roi lui demande d'éliminer Archer, qui vit dans la ville d'Adarlan et qui est un ami d'enfance de Celaena. Et là, elle se demande ce qu'elle va faire.
Et voilà, ce livre mêle tout, amitié, passion, trahison, magie, despotisme, bref, c'est vraiment, tous les éléments sont réunis pour faire un super roman. Et je vous le conseille assurément. Si vous n'avez pas lu la saga Keleana, je vous la conseille fortement et de ne pas vous arrêter au premier tome si vous l'avez trouvé un petit peu enfantin, adolescent. Voilà, le premier c'est vraiment assez young adulte, jeunesse. Celui-ci est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, beaucoup plus sanglant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il vaut vraiment, et ça nous ouvre vraiment sur l'univers que nous prépare Sarah J. Maas. Donc vraiment, allez-y. Je continue avec Chocolate Chip Cookie Murder de Joanne Fluke, qui se retrouve sous le nom de Meurtre et pépites de chocolat, que je vous avais présenté dans un book haul, et qui, ma foi, fut une très bonne lecture, mais c'est un cozy mystery, il se lit très bien, on est dans l'intrigue, on a envie de connaître la suite, même si ça casse pas trois pattes à un canard et que c'est parfois cousu de fil blanc. Donc, de quoi ça s'agit-il ? On suit Anna. Anna vit dans une petite bourgade des États-Unis, une station balnéaire qui, lorsque les touristes partent, laisse les locaux et ça représente à peu près 3000 âmes dans la bourgade. Elle tient une sorte de petit salon de thé qui est extrêmement réputé dans le village, qui s'appelle le Cookie Jar, et arrive malencontreusement un meurtre. Elle découvre un corps dans l'allée attenante à son petit salon de thé. Et son beau-frère, qui est l'un des lieutenants policiers de la bourgade, est en charge de l'enquête. Et comme ça s'est passé à côté de chez elle et que tout le monde se retrouve dans son petit salon de thé, il lui demande d'être aux aguets, de laisser traîner ses oreilles afin de éventuellement récolter des renseignements, des indices et de les lui transmettre. Et elle, comme elle est fantastiquement merveilleuse, elle décide de prendre cette affaire à cœur et de faire la lumière sur toute cette histoire. Bon alors déjà, lol, jamais, never, ever, ton beauf vient te voir dans la vraie vie pour te dire hey, est-ce que tu pourrais pas me donner un coup de main? Il y a eu un meurtre dans la ville, j'ai besoin de toi. Non, ça se fait pas. Déjà, non, t'oublies, ça se fait pas. Ensuite, il y a des genres, des répliques, what? Enfin. Il y a eu un meurtre, hein, une balle dans le cœur, bon, c'est pas cool. Et là, la sœur d'Anna, qui est donc la femme du policier, qui dit, mais est-ce que tu crois que c'est dangereux? Oui, ça peut, oui, éventuellement, ça peut être dangereux, oui. Enfin, il y a des répliques qui sont un peu capillotractées, c'est juste, oui, c'est dangereux, oui. Ou encore, Anna qui dit à son beau-frère, qui, je le répète, est policier, comment il faut procéder. C'est elle qui mène l'enquête, c'est elle qui découvre tous les indices. Lui, alors j'ai un flic comme ça dans ma brigade, je le vire, il ne découvre rien. C'est elle qui lui tient au... C'est elle qui va le voir, qui lui téléphone pour le tenir au courant du fil de l'enquête. Lui est dans son bureau, il branle rien, et tout va bien. Enfin, c'est un peu lourd, voilà, ça se lit bien, c'est mignon, etc. C'est même limite drôle, hein. C'est juste pas crédible et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être un très très bon livre, mais voilà, ça c'est pas crédible. Mais à part ça, ça se lit très bien, on découvre des persos sympas, il y a une ouverture à la fin du livre sur la vie personnelle d'Anna. Moi d'ailleurs j'ai envie de découvrir, je vais donner sa chance à la suite, au deuxième tome, parce que j'ai envie de savoir comment ça va se passer, voilà, il y a une belle ouverture à la fin. C'était sympathique, on ne sait pas du tout qui est le meurtrier jusqu'à la fin. C'est une lecture agréable. Alors, il y a d'autres petites choses aussi qui m'ont un peu gênée. C'est le fait que ce livre ait été écrit au début des années 2000 et il n'y a pas de téléphone portable, il y a encore des vieux appareils photo avec des pellicules à faire développer soit chez soi, soit chez le photographe. Voilà, c'est pas assez vieux pour avoir ce petit goût d'ancien, genre à la Hercule Poirot ou même à la Colombo dans les années 50. Et c'est trop près de nous pour ça fait vieux, ça fait désuet. Alors par contre, il y a un énorme point négatif qu'il y a dans ce bouquin et je m'y suis reprise à plusieurs fois dans le livre pour relire ce passage en train de me dire non mais c'est pas possible, ils ont pas écrit ça. Enfin,
non. Et j'espère fortement que dans la traduction française, ce passage a été complètement supprimé parce que non seulement il ne sert absolument en rien à l'intrigue ou à la trame narrative, mais en plus c'est juste pas possible, quoi. Alerte grossophobie plus cacahuète, quoi. Donc il s'agit de Anna, elle est à une soirée et elle rencontre alors Peggy ou Penny ou Betty, je sais plus comment elle s'appelle, une secrétaire, et qui est obèse. Et là, s'en vient un passage de description, c'est-à-dire, ah oui, donc ils se connaissent tous depuis l'enfance, puisqu'ils ont grandi ensemble, etc. Et tous ceux qui ont un jour dansé avec cette personne s'en souviennent encore si elle a eu le malheur de leur marcher sur les pieds. Ok, et cette soirée-là, elle porte une très belle robe à rayures, et on a dû lui dire, je cite le livre, on a dû lui dire que les rayures verticales amincissaient, mais à partir d'un certain poids, faut oublier. Et que là, elle ressemble plus à une tente de cirque Pinder qu'à autre chose. What? Mais tu peux pas écrire ça, c'est pas possible. Alors, il y a 20 ans, ça passait très certainement. Il y a des humoristes il y a 20 ans, ou même 30 ans, qui disent des choses qui ne passent plus du tout aujourd'hui, et on se demande comment ça a pu passer avant. Bref, là, donc j'espère, vu que c'est l'édition anglaise d'il y a 20 ans, j'espère fortement que dans Meurtre et pépites de chocolat, traduction française, ils ont carrément supprimé ce passage, qui non seulement ne sert absolument à rien, mais qui est méchant au possible. C'est pas possible d'écrire des trucs comme ça, même il y a 20 ans. Bref, gros point négatif par rapport à ça, j'en suis encore choquée, et j'en viens même à me dire, est-ce que tu as bien compris ce que tu as lu? C'est pas possible qu'on puisse écrire des choses comme ça. Malheureusement, si. Donc, mis à part ce gros point noir, c'est une lecture sans aucune noirceur, sans aucune méchanceté. Alors, mis à part cette pauvre secrétaire qui a fait les frais de son surpoids. Mais voilà, c'est une lecture bonbon, agréable, on se laisse aller, on réfléchit pas. Alors ça, on réfléchit pas. Un petit peu naïve, mais qui se laisse lire. Voilà, c'est une lecture où on ne se prend pas la tête, où on est tranquille, on n'a pas besoin de... Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça casse pas trois pattes à un canard. Je suis en train de me rendre compte que je suis pas du tout en train de vous le vendre, ce bouquin. Et en même temps, si vous ne le lisez pas... C'est horrible ce que je dis. Si vous ne le lisez pas, c'est pas grave. Si vous le lisez, vous vous ferez une idée par vous-même. Vous aurez probablement envie d'ailleurs de découvrir la suite, parce que je vous dis, ça fait une ouverture et on a envie de connaître la suite. Et oui, sur cette chaîne, on a des revues qui sont honnêtes. Donc, j'ai aimé ma lecture, mais il y a des choses qui m'ont gênée, et voilà, c'est à vous de vous faire votre idée et de voir. Donc, juste pour terminer sur une note un peu plus positive, parce que je sens que là, c'est pas topissime, je suis en train de commencer L'Empereur Blanc, que je vous ai présenté dans le dernier book haul d'Armelle Carbonel aux éditions Mazarine Thriller, et qui est une tuerie. Donc, je vous en reparlerai très prochainement. Ce sera le prochain point lecture. Voilà, on a terminé sur une note joyeuse et positive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez lu ce bouquin, ce que vous en pensez. Tout n'est pas mauvais, la meuf qui se rattrape. Tout n'est pas mauvais, Il y a des choses qui vont pas, clairement, mais si on veut juste se détendre et passer un bon moment, et ben voilà, et puis voilà, personne n'est parfait, on se bamonde, et il en faut pour tous les goûts. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao!